Une grève générale et des centaines de milliers de personnes dans la rue. En Israël, la population se soulève contre leur premier ministre Benyamin Netanyahou, alors que les corps de 6 otages israéliens ont été récupérés dans la bande de Gaza par l'armée israélienne ce week-end. La colère contre la politique israélienne à Gaza est extrêmement forte. Alors que se passe-t-il exactement et comment analyser tout cela alors que la situation humanitaire est toujours aussi catastrophique en parallèle à Gaza? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Courage au passage à tous ceux parmi vous qui ont fait éventuellement leur rentrée aujourd'hui, ou courage éventuellement à ceux qui avaient des enfants ou des petits-enfants peut-être, je sais pas, qui ont fait leur rentrée aujourd'hui. Les immenses manifestations dimanche soir et cette grève générale, elles sont donc parties de cette information. Ce dimanche, les corps de 6 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre ont été retrouvés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, ils étaient dans un tunnel situé vers Rafah, donc dans le sud de la bande de Gaza. Parmi les 6 otages, 5 otages avaient été enlevés par le Hamas au festival de musique Nova, tandis que le 6e avait été enlevé le même jour au kibbutz Be'eri. Un kibbutz, au passage, en Israël, c'est donc un village agricole où les habitants partagent les tâches et vivent en communauté. Alors, une autopsie qui a été effectuée sur les corps des 6 otages a révélé qu'ils avaient été tués à bout portant entre jeudi et vendredi matin dernier, donc exécutés par le Hamas selon le ministère israélien de la Santé. Quant au Hamas, eh bien, un cadre du Hamas affirme à l'AFP que plusieurs des otages étaient vivants et ont été tués par des tirs et des bombardements israéliens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que suite à l'annonce de la mort des 6 otages, eh bien, des familles d'otages ont lancé un appel à manifester et à faire grève pour mettre la pression sur le gouvernement israélien et en particulier en fait sur le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. L'objectif étant pour eux tout simplement de parvenir à un accord entre Israël et le Hamas, un accord qui permettrait notamment la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza. Alors, avant de revenir plus en détail sur cette grève et sur ces manifestations donc très importantes dimanche, où en sont les négociations et quelle est la position aujourd'hui de Netanyahou? Déjà, lors de l'attaque le 7 octobre, 1199 personnes avaient été tuées selon un décompte de l'AFP. 251 personnes avaient été prises en otage par le Hamas, notamment lors du festival de musique Nova. On en avait parlé à plusieurs reprises. Parmi elles, 97 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 sont déclarées mortes selon l'armée israélienne. Et depuis l'attaque du 7 octobre, l'armée israélienne mène une offensive extrêmement importante et de grande ampleur, avec notamment donc une présence sur le terrain et des bombardements importants. Une attaque dans la bande de Gaza dont l'objectif est de détruire le Hamas, mais qui a aussi tué près de 40 700 personnes selon le ministère de la Santé de Gaza dirigé par le Hamas, et plus globalement plonger le territoire de Gaza dans une catastrophe humanitaire inédite avec un bilan humain extrêmement élevé, une menace de famine ou encore désormais donc une menace de propagation d'épidémies. On a eu l'occasion de le documenter à plusieurs reprises ces derniers jours. Alors face à cela, des pays médiateurs comme par exemple l'Égypte ou encore le Qatar tentent de parvenir à un accord entre Israël et le Hamas pour obtenir déjà un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, obtenir aussi la libération des otages donc qui y sont détenus. Mais il y a un point aujourd'hui particulier qui coince, il concerne notamment le couloir de Philadelphie. Le couloir de Philadelphie, en fait, c'est une zone tampon de 14 km de long au sud de la frontière de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. En gros, le Hamas refuse de signer un accord tant que l'armée israélienne garde le contrôle de ce couloir. Mais Israël accuse de son côté le Hamas d'utiliser cette zone pour faire transiter des armes vers la bande de Gaza. Et donc, ce vendredi, Benyamin Netanyahou a fait voter une résolution proclamant que l'armée israélienne resterait en permanence déployée le long de ce couloir de Philadelphie, le long donc de cette frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Signe d'une décision qui fait beaucoup débat, Yoav Gallant, qui est le ministre de la Défense, a pour sa part été le seul membre du gouvernement israélien à voter contre cette résolution, estimant qu'une telle décision empêcherait de trouver un accord avec le Hamas et de libérer les otages restants. Selon lui, je cite, le Premier ministre joue avec la vie des otages. De son côté, le chef d'état-major de l'armée israélienne a assuré de son côté qu'une présence permanente de l'armée à la frontière égyptienne n'était pas nécessaire. Selon lui, l'armée est capable de revenir à tout moment le long de la frontière si c'est nécessaire. Et pour Benyamin Netanyahou, je cite, ceux qui tuent des otages, sous-entendu donc le Hamas, ne veulent pas d'accord, comme il l'a déclaré dans un message enregistré et diffusé dimanche. Bref, on le voit au sein de l'armée israélienne, mais aussi donc au sein du gouvernement israélien, il y a un certain nombre de désaccords avec cette politique de Benyamin Netanyahou actuellement à
à Gaza. Alors pourquoi est-ce que Benyamin Netanyahou s'entête sur cette politique et ne semble pas vouloir d'un accord avec le Hamas? Eh bien il y a plusieurs interprétations, mais pour dire les choses simplement, certains estiment, et notamment certaines familles d'otages, qu'un cessez-le-feu et un tel accord pourraient entraîner de nombreuses choses pour Netanyahou, dont l'ouverture d'une commission d'enquête officielle le 7 octobre, et notamment sur la faillite des renseignements et du gouvernement israélien, qui pourrait donc viser Netanyahou et entraîner donc un risque d'un point de vue juridique. De la même façon, il faut savoir que Netanyahou est visé notamment par une enquête pour corruption, et donc c'est une enquête qui est actuellement en cours et qui se poursuit. Enfin, ce qu'on peut noter, c'est qu'un cessez-le-feu pourrait entraîner dans la foulée en Israël des élections, et des élections qui pourraient entraîner le départ de Netanyahou du pouvoir. Bref, beaucoup d'Israéliens estiment qu'il y a une volonté du côté de Netanyahou de ne pas parvenir à un accord avec le Hamas pour des volontés donc personnelles, et Netanyahou est accusé ainsi de jouer la montre en retardant donc tout cessez-le-feu au détriment donc des familles d'otages et au détriment de la population palestinienne, dont la situation est chaque jour plus catastrophique. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que si la colère est évidemment toujours extrêmement vive en Israël contre le Hamas, c'est évident, eh bien il y a aussi une colère grandissante contre Netanyahou. Dimanche soir, des manifestations massives se sont déroulées, elles ont réuni plusieurs centaines de milliers de personnes. Les organisateurs évoquent plus de 500 000 personnes sur une population d'un peu plus de 9 millions de personnes, donc c'est quand même une part importante de la population. Par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que dimanche, une puissante centrale syndicale a appelé pour la première fois à une grève générale. Une grève générale donc pour soutenir ce mouvement afin d'obtenir la libération des otages. Par ailleurs, une partie du patronat, donc des patrons, et qui sont regroupés au sein du Israel Business Forum, qui regroupe près de 200 entreprises importantes en Israël, a appelé, je cite, la population à ne pas rester indifférente alors que les otages auraient pu être sauvés selon eux. Bref, début d'une grève générale dans l'objectif de mettre l'économie à l'arrêt et de faire pression sur le gouvernement. Ce qu'on peut tout de même noter, c'est que ce lundi, un tribunal du travail israélien a ordonné la fin de la grève. Le tribunal a donc émis un ordre national interdisant cette grève qui a été lancée. Mais on verra comment est-ce que tout cela évolue. Ça me semble en tout cas intéressant d'analyser la situation politique actuellement en Israël. Je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand ont été reçus par Emmanuel Macron ce lundi matin à l'Elysée. Ce sont les deux noms qui circulent en ce moment pour succéder à Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Bernard Cazeneuve, on en a déjà parlé, il a été Premier ministre sous François Hollande de décembre 2016 à mai 2017 et il est situé plutôt à gauche, même s'il a quitté son parti, le Parti Socialiste, en 2022. Xavier Bertrand, lui, est membre du parti de droite Les Républicains et il est président de la région Hauts-de-France. Il a notamment été ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. A noter que ces deux profils ne sont pas du tout soutenus par le Nouveau Front Populaire, l'alliance des partis de gauche qui est arrivée en tête lors des élections législatives et qui propose le nom de Lucie Castet. Le NFP a d'ailleurs annoncé qu'il censurerait tout autre gouvernement que celui de Lucie Castet. Emmanuel Macron a également reçu ce lundi les deux anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy, probablement pour chercher des soutiens et avoir une opinion sur la situation. Et dernière info concernant la politique en France, la pétition lancée en ligne par la France Insoumise pour déclencher une procédure en destitution contre Emmanuel Macron a dépassé les 150 000 signatures. A noter que cette procédure de destitution du chef de l'État est longue et très difficile à faire aboutir. On suivra ça. Deuxième actu, Éric Ciotti a annoncé ce samedi la création d'un nouveau parti, l'Union des droites pour la République, alors qu'il est encore le président du parti Les Républicains. Il faut savoir qu'Éric Ciotti est énormément critiqué au sein de son propre parti. Lors des dernières législatives, il a souhaité s'allier avec le Rassemblement national, situé à l'extrême droite, ce qui n'a pas du tout plu à de nombreux membres de son parti qui estiment ne pas avoir les mêmes valeurs que le RN. Depuis, les dirigeants des Républicains ont tenté à 3 reprises de l'exclure, mais en vain, et ils attendent de nouveau que la justice se prononce. De son côté, Éric Ciotti a déclaré qu'il ne démissionnerait pas des Républicains et souhaite créer, je cite, une nouvelle formation politique. Alors on ne sait pas actuellement si ce nouveau parti est destiné à remplacer les Républicains ou non. On verra tout ça. Troisième actu, Camilla, une petite fille de 7 ans qui a été percutée ce jeudi par une moto sur un passage piéton à Valoris, dans les Alpes-Maritimes, est décédée ce dimanche. À la suite de son accident, elle souffrait d'un traumatisme crânien, de multiples fractures et avait été placée en coma artificiel. Samedi soir, le motard de 19 ans qui l'a percutée alors qu'il faisait une roue arrière a été mis en examen. L'avocat de la famille a déclaré à l'AFP que l'enquête devrait être requalifiée en homicide involontaire, donc sans intention de donner la mort. Environ 250 personnes se sont rassemblées en hommage à Camilla ce dimanche à partir de 18h devant le domicile de la famille. Des fleurs et bougies y ont été déposées. Par ailleurs, un hommage national a été rendu ce lundi au gendarme Éric Commun, tué il y a une semaine par un chauffard multirécidiviste à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, lors d'un contrôle routier. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, a présidé la cérémonie. Quatrième actu, le chantier de l'autoroute A69, censé relier Toulouse à Castres,
4 a repris dans le Tarn dans la nuit de samedi à dimanche. Ça fait maintenant plusieurs mois que des militants écologistes occupent continuellement la zone pour empêcher la destruction de l'écosystème local. Ce week-end, beaucoup ont finalement été délogés par les forces de l'ordre et une soixantaine d'arbres, dont des arbres centenaires, ont été abattus. Ce lundi, presque tous les arbres qui devaient être détruits dans le secteur de Saïx ont été coupés et seuls quelques arbres dans lesquels se sont perchés des militants tiennent toujours. Le secrétaire général de la préfecture du Tarn a d'ailleurs appelé les opposants au chantier de l'A69 à descendre des arbres qu'ils occupent illégalement. 5e actu, toujours en France, un procès hors norme s'est ouvert ce lundi dans le Vaucluse. Un retraité est jugé pour avoir drogué sa femme pendant une dizaine d'années et l'avoir faite violer à leur domicile alors qu'elle était inconsciente par des inconnus recrutés sur internet. L'homme filmait les viols commis sur sa femme et les vidéos retrouvées chez lui ont permis à la police de compter 83 agresseurs, dont 50 qui ont pu être identifiés. Il s'agit d'hommes issus de tous les milieux sociaux, âgés de 25 à 72 ans. Ils seront tous jugés pendant le mois de septembre et risquent un maximum de 20 ans de prison. Le procès doit durer 4 mois, du 2 septembre au 20 décembre, dans le parc des expositions d'Avignon, spécialement configuré pour l'occasion au vu du nombre d'accusés. Cette affaire a aussi mis en lumière le phénomène de la soumission chimique, donc le fait de droguer quelqu'un à son insu. La fille de l'accusé, qui a raconté son histoire dans un livre, a lancé l'association M'endors pas pour alerter justement l'opinion publique sur ce phénomène. La députée Sandrine Josso, qui a été droguée à l'ecstasy par le sénateur Joël Guerriau en novembre dernier, s'est d'ailleurs vue confier une mission gouvernementale pour émettre des recommandations sur le sujet de la soumission chimique. 6e actu, en Allemagne, le parti d'extrême droite AfD a remporté ce jeudi une victoire historique lors d'un scrutin régional. Ça s'est passé à Thuringe, une région située au centre de l'Allemagne, et c'est assez marquant parce que l'AfD est devenu le premier parti d'extrême droite à remporter un scrutin régional en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. L'AfD a également battu un record de voix en arrivant 2e des élections en Saxe, un état voisin de Thuringe. Olaf Scholz, le chancelier allemand et chef du gouvernement, a déclaré, je cite, que l'AfD nuit à l'Allemagne, elle affaiblit l'économie, elle divise la société et elle ruine la réputation de notre pays. Cependant, malgré son score historique, il est peu probable que l'AfD dirige la région car tous les autres partis ont refusé de s'allier avec elle. Et on termine avec cette actu un petit peu plus légère. Le youtubeur Inoxtag a dévoilé ce samedi le trailer de Kaizen, son documentaire sur son ascension de l'Everest. Ça faisait maintenant plus d'1 an qu'il s'était fixé ce défi avant de s'envoler pour son ascension le 10 avril dernier. Le film sortira d'abord au cinéma en France, en Belgique et en Suisse lors d'une date unique le 13 septembre et la vidéo complète sera elle disponible en intégralité sur sa chaîne YouTube le lendemain, donc le 14 septembre à partir de 14h30. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors vous l'avez peut-être vu, mais on a posté une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube principale, notre chaîne YouTube des grands formats que je vous mets directement en description. Concrètement, il y a quelques semaines, j'ai été en Corée du Sud et en l'occurrence, on s'est posé sur un sujet extrêmement important. La Corée du Sud est le pays qui a le moins d'enfants par femme au monde. Alors comment l'expliquer? Pourquoi est-ce que tout cela a fait vivement réagir? Pourquoi est-ce qu'il y a des parallèles très intéressants avec la France? C'est un mini documentaire en quelque sorte d'une vingtaine de minutes à découvrir directement sur notre chaîne YouTube des grands formats. Je vous mets le lien en description. Merci en tout cas pour tous vos retours sur cette vidéo là. On va continuer à faire des grands formats comme ça dans les prochaines semaines. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.